Et également directeur adjoint du laboratoire de cyberjustice. Il agit également à titre d'avocat conseil pour le cabinet Legault-Joly-Tifo. Maître Vermès possède une certification en sécurité informationnelle décernée par ISC2 et est l'auteur de nombreuses publications portant sur les incidences et technologies de l'information sur le droit civil. Il est également chroniqueur pour le service droit civil en ligne des éditions Yvon Blais et membre du conseil scientifique de différentes revues juridiques, dont Lex Electronica, revue dont il a occupé le poste de rédacteur en chef de 2001 à 2003. Il s'intéresse particulièrement aux questions juridiques liées à la sécurité de l'information, au développement en matière de cyberjustice et plus généralement aux incidences des innovations technologiques sur le droit, thèmes sur lesquels il est régulièrement invité à intervenir auprès des médias et de donner des conférences comme celle d'aujourd'hui qui traitera de Wikipédia. Où en sommes-nous après 12 ans de Wikialité? Donc, je laisse la place à Maître Nicolas Vermès. Il faut que j'arrête de donner la biographie sur la page web de la faculté aux gens. Ça prend une demi-heure à me présenter, mais c'est bien, ça m'enlève tout ce temps-là. Merci, Maître Sénécal. Ça m'enlève tout ce temps-là, donc, de la présentation. Je me suis promis également, comme je suis le dernier obstacle entre vous et le cocktail, que je terminerai avant Héloïse Gratton, si ce n'est que pour vous permettre d'être les premiers au bar et les premiers à prendre votre verre. Donc, le thème j'allais dire ce soir, mais de cet après-midi plutôt, la preuve par Wikipédia. Où en sommes-nous après 12 ans de Wikialité? Wikialité, expression dont je vous donnerai la définition dans quelques instants. Simplement, pour mettre la table un peu pourquoi je parle de Wikipédia aujourd'hui, en 2007, mon ami Vincent Gautret, collègue et professeur également à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, m'a invité à donner une conférence sur justement le thème de Wikipédia que j'avais appelé « Responsabilité, approche collaborative qui doit répondre de la Wikialité ». À l'époque, j'étais jeune et naïf et je me suis dit « ça y est, j'ai donné une conférence, tout le monde va comprendre, je n'aurai plus jamais besoin de parler de Wikipédia ». Malheureusement ou heureusement, on ne m'a pas écouté cette fois-là. Les tribunaux n'étaient pas tous présents à ma présentation, semble-t-il. Et donc, il a fallu que quelques années plus tard, je travaille encore sur la question. Et avec mon collègue Patrick, est-il encore dans la salle? Il n'est plus dans la salle. Il a quitté. Bon, je vais lui en vouloir. Donc, Patrick Gingras, que vous avez vu ce matin, donc on a écrit un article ensemble, citer ou ne pas citer la preuve par Wikipédia, qui est paru en 2011, justement, sur le site des éditions Yvon Blais, qui était à l'époque REJB, qui est aujourd'hui la référence. Et donc, si jamais vous voulez avoir une version écrite de ma présentation aujourd'hui, ce qui s'y rapproche le plus, c'est cet article qu'on a écrit donc il y a déjà 2 ans, qui évidemment n'est pas exactement le même contenu que ma présentation, mais il y a plusieurs points en commun. Donc, Wikipédia, je vous ai parlé de 12 ans de Wikialité. En d'autres mots, Wikipédia existe depuis aujourd'hui 12 ans, lancé en 2001. Par contre, ce n'est que quelques années plus tard, soit en 2005, dans l'affaire Arage contre Canada, où on a pour la première fois cité Wikipédia. En fait, ici, on avait demandé ou on avait utilisé Wikipédia pour montrer qu'il y avait des problèmes politiques au Kosovo. Quelque chose de très surprenant, vous l'admettrez. Et sur réception de cette preuve, que nous a dit la Cour? Elle a dit qu'un extrait téléchargé d'une encyclopédie en ligne, Wikipédia, laquelle ne donnait aucune référence relativement à son contenu, n'a pas impressionné. En d'autres mots, première fois que Wikipédia se retrouve devant les tribunaux réagissent et disent peut-être pas la meilleure source, peut-être pas la meilleure preuve, ce serait une bonne idée d'aller ailleurs, de regarder d'autres sources. Nous avons une certaine réticence à l'utilisation de Wikipédia. Donc, on pourrait se dire, ben voilà,
première décision, en 2005, la Cour fédérale met la table. On ne citera plus Wikipédia à partir de ce moment-là. Si moi, on ne m'a pas écouté, on n'a pas écouté la Cour fédérale non plus. 2013, on a déjà 10 décisions qui citent Wikipédia, dont une décision au Québec. Et, chose surprenante, la décision en question, c'est une décision de la Cour d'appel. J'y reviendrai. L'an dernier, 75 décisions dans le pays en entier, dont 10 au Québec, décisions des tribunaux judiciaires, 21 des tribunaux administratifs, surtout la Commission des lésions professionnelles, ce qui s'explique pour différentes raisons, et ça aussi, je reviendrai plus tard dans la présentation. En fait, depuis cette première décision en 2005, c'est 316 décisions qui ont été rendues par les tribunaux québécois et ailleurs au pays, où on cite, où on se réfère à Wikipédia, soit en admettant en preuve une définition, ou soit en la refusant. Des statistiques pour mettre la table. Pour le reste, on y va avec des choses beaucoup moins mathématiques. Question au cœur, évidemment, de ma présentation et la raison pour laquelle vous êtes tous ici à m'écouter si attentivement. Premièrement, est-ce que Wikipédia est admissible? Et évidemment, si c'est le cas, dans quel cas est-ce que Wikipédia est admissible? Je recule de quelques années. Je vous ai dit première citation de Wikipédia 2005, mais reculons en 2003, où dans une affaire ITV Technologies, contre WIC Television, on a énoncé certains principes qui n'avaient rien à voir avec Wikipédia. Encore une fois, c'est 2 ans avant la première citation. Mais certains principes qui, selon moi, devraient s'appliquer à la citation de tout contenu issu d'Internet. Donc, 4 éléments dont on doit prendre compte. 1, on doit apprécier soigneusement les sources du document. Donc, si on est capable d'établir qu'il y a des sources et que ces sources sont fiables, des bonnes chances que le document soit admis en preuve. Sinon, c'est douteux. Deuxième chose, est-ce qu'on est capable de corroborer l'information d'une façon indépendante? Et ça, pour Wikipédia, un des points très importants, et on y reviendra. Troisièmement, est-ce que le contenu d'origine a pu être modifié? Et vous me voyez venir, pour ce qui est de Wikipédia, c'est là l'une des grosses problématiques. Et finalement, l'objectivité de la personne qui a mis l'information en ligne, savoir avait-elle un rôle à jouer dans l'affaire? Et là, vous allez me dire que j'exagère peut-être un peu. Un justiciable n'oserait jamais pirater l'information sur Wikipédia pour ensuite le soumettre à un juge et aider sa cause. Personne ne ferait ça. Tout comme un justiciable ne piraterait pas un texte de loi sur Canly pour ensuite le plaider devant un juge. Ça s'est fait. Il y a un juge qui me l'a rapporté, où on lui a donné un texte de loi, on l'a plaidé devant lui, et parce que le juge était à son chalet pour rédiger son jugement, il n'avait pas le document avec lui, il est allé voir sur Canly le texte, ou en fait, dans son recueil de loi, peu importe, et s'est rendu compte qu'on avait changé la lettre du texte de loi pour appuyer notre position. Donc, si quelqu'un est capable de changer son texte de loi, un texte de loi, ou a le courage ou l'audace de le faire, ou peut-être la stupidité, je devrais dire, je pense qu'on peut présumer qu'il y a que ce n'est pas si exagéré de prétendre que ce serait possible pour Wikipédia. Ce qui m'amène justement à ma notion de wikialité. Et là, je vous ai tenu en haleine déjà pendant 6 minutes. Il faut que je ralentisse, sinon je vais finir dans 30 minutes. Donc, qu'est-ce que la wikialité? D'où vient cette expression? Pourquoi est-ce que je l'utilise? Bien, la wikialité, c'est simplement l'addition de 2 termes, c'est-à-dire Wikipédia et réalité. En d'autres mots, la wikialité, c'est la réalité selon Wikipédia. Et certains de mes collègues aiment citer, en tant qu'universitaire, on aime citer des grands philosophes ou des grands théoriciens du droit. Moi, je cite Stephen Colbert, qui est un humoriste américain qui anime une émission de fin de soirée, qui est une parodie des émissions de ce qu'on appelle les Talking Heads aux États-Unis, donc émissions notamment de Fox News. Donc, il se prend pour quelqu'un de l'extrême droite alors qu'il est plutôt à gauche, pour justement se moquer un peu du discours de ces individus. Et Stephen Colbert, il y a quelques années, donc en 2006, a créé cette notion de wikialité. Donc, il est venu expliquer ce que c'était, ce que ça représentait. Mais comme c'est la fin de la soirée, plutôt que de simplement réitérer ces paroles, j'ai décidé de simplement vous faire jouer. J'ai malheureusement pas pu retrouver sur YouTube la version de 2006. J'ai donc trouvé un autre clip qu'il a fait sur Wikipédia où il résume sa première position
Et conférencier précédent n'étant plus là, je me sens un peu plus libre de vous montrer une vidéo. Et moi, je considère que c'est pour des fins d'enseignement et de commentaires. Et donc, j'ai absolument le droit de vous le montrer. Par contre, monsieur à l'arrière, je vous suggérerais peut-être d'éteindre la caméra pour le clip. Comme ça, l'AJBM n'aura pas de problème. Donc, allons-y. No, we're also winning on my favorite website, Wikipedia, the encyclopedia where you can be an authority even if you don't know what the hell you're talking about. It has over 1 million articles, but still no entry for tonight's word. Wiki lobbying. Last year, I defined the concept of wikiality. When Wikipedia becomes our most trusted reference source, reality is just what the majority agrees upon. To inaugurate Wikiality, I called on you heroes to change Wikipedia entries to say that elephant populations had tripled. You responded, the entries were changed, and Wikipedia crashed. Now, I thought that was the end. But lo and behold, look what that page said just last week. Thanks to the works of Stephen Colbert, the population of elephants has tripled in the past 10 years. We saved the elephant again, America. More proof of what happens when you bring democracy to information. But there is another force out there so powerful that democracy orbits around it like a satellite. That force is free market capitalism. I saw this headline in last Wednesday's Washington Post. Microsoft offering cash for Wikipedia edits. Apparently, the software behemoth hired an Australian computer expert to change Wikipedia entries so they would be more favorable to Microsoft's products. Now, I know a lot of people don't trust Microsoft just because they've been accused of bundling software to crush smaller companies like puppies in a pile driver. But I'm sure people are going to start trusting Microsoft again if Microsoft just pays someone to write an entry in Wikipedia about how people are trusting Microsoft again. Of course, Wikipedia founder Jimmy Wales said he was, quote, very disappointed to hear that Microsoft was taking that approach. Boo-hoo, comrade! Open source software is like free trade, and the invisible hand of the market has the mouse now. Now, I'm sure others out there are going to say, can't Microsoft's competitors just pay someone to change it back? Exactly. IBM can throw some of their money at perception and make their product objectively better. Then Microsoft can just fire their cash cannons back and we're off to the races. This is the essence of wiki lobbying. When money determines Wikipedia entries, reality has become a commodity. And I'll give $5 to the first person who goes on Wikipedia and changes the entry on reality to that. And to all those who say, that's not what reality is, I say, oh, really? Look it up on Wikipedia. I think you might find I'm right. And that's the word. We'll be right back. Dites-vous que ces 3 minutes de formation continue que vous venez de voir? Mais ça met la table justement pour le reste de ma conférence et ça vous explique notamment d'où j'ai pris l'expression wikialité. Et en effet, tout ce qu'il a dit dans sa présentation est factuel, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il a annoncé ou demandé à son public d'aller changer l'information sur la page sur les éléphants, ça a été fait et donc c'est encerclé. La population a augmenté ou a triplé dans les dernières années. Assez qu'il y a eu tellement de gens qui sont présentés sur le site que ça a fait crasher, en bon français, le site de Wikipédia. Jusqu'à ce jour, Wikipédia prétend que c'était pour une autre raison que le site a eu des problèmes, que ça n'avait aucun lien, mais c'est quand même assez surprenant le fait que ça soit produit au même moment. Tout ce qui est la question du wikilobbying également, c'est quelque chose qui a fait les manchettes à la même époque. Donc, le fait que plusieurs entreprises, pas seulement Microsoft, mais Microsoft, ça a été documenté beaucoup plus que pour d'autres entreprises, vont sur Wikipédia ou embauchent des gens pour aller sur Wikipédia pour changer les contenus, pour que ce soit plus bénéfique pour l'entreprise en question. Donc, question fiabilité, question de l'information, pouvons-nous la citer, pouvons-nous nous y référer? Vous comprendrez qu'il y a quelques craintes à y avoir.
Allons plus loin, parce que pas évidemment seulement Stephen Colbert qui peut encourager les gens à modifier le contenu. Autre exemple de l'émission The Office, émission britannique d'abord, mais il y a une version américaine depuis quelques années maintenant. Il y avait une version québécoise aussi pendant quelques années. Et donc, pour la version américaine, le patron qui doit négocier avec ses employés pour leurs nouvelles conditions salariales décide de se fier sur Wikipédia, d'aller voir sur Wikipédia pour savoir comment négocier avec ses employés. Et donc, ça, le simple fait qu'on aille sur Wikipédia durant l'épisode, ça a fait que plusieurs téléspectateurs, et c'est une émission qui est très populaire aux États-Unis, plusieurs téléspectateurs se sont référés au site Wikipédia pour prendre connaissance de la définition et la changer. Et donc, d'ailleurs, si vous alliez dans les quelques heures qui ont suivi l'épisode sur le site de Wikipédia pour voir la définition de négociation, vous voyez des choses comme négocier, c'est refuser de parler en premier, c'est changer d'endroit de façon soudaine parce que ce sont des choses que disait l'acteur dans l'émission. Dans un cas comme dans l'autre, pour ce qui est des éléphants et pour ce qui est de l'émission The Office, les pages ont été bloquées pendant quelques temps. La page sur les éléphants a été bloquée pendant plusieurs années. Donc, on ne pouvait pas modifier la page sur les éléphants à moins d'être un membre de l'équipe éditoriale de Wikipédia parce que dès qu'on enlevait les mesures de protection, un fan de Stephen Colbert, et il en a beaucoup. Il a réussi à faire nommer des ponts au niveau international en son nom. La station spatiale était supposée de porter son nom parce qu'il a gagné un concours à cet effet, parce que son public l'aime vraiment. Et donc, la page sur les éléphants, à ce jour, il y a régulièrement des gens qui vont retourner la modifier. Mais j'ai vérifié juste avant ma conférence et pour l'instant, vous pouvez modifier les 2 pages. Donc, si après la conférence, vous voulez aller donner des indications sur les éléphants d'Afrique ou la négociation, libre à vous de le faire. Donc, l'entrée négociation, bien justement, au lendemain, on pouvait dire que éditer l'article était impossible pour quelqu'un qui n'était pas un abonné du site. Où je veux en venir avec tout ça, bien, c'est que la réalité sur Wikipédia n'est pas nécessairement la réalité, elle est justement cette wikialité. Et comme l'a dit un de mes collègues de l'Université Harvard, j'aime dire que j'ai des collègues de l'Université de Harvard, ils sont professeurs et moi aussi, donc on est collègues. On doit être, you must be willing to negotiate what you consider to be the truth. Donc, la vérité devient effectivement une commodité, c'est-à-dire qu'on peut négocier, on doit pouvoir négocier la vérité sur Wikipédia. Autre problématique, évidemment, qui n'est pas propre à Wikipédia, mais qui est un symptôme du Web 2.0. J'aime pas utiliser l'expression Web 2.0 et j'ai considéré que c'était dépassé le jour où j'ai passé sur l'autoroute et lorsqu'on arrive au Madrid, là, à mi-chemin entre Montréal et Québec, ça s'appelle maintenant le Madrid 2.0. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser 2.0. Quand le Madrid utilise le même vocabulaire, c'est le temps de changer d'expression. Et donc, on voit, outre le fait que n'importe qui peut changer le contenu, je ramène à la célèbre caricature qui disait que sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Et la même chose se produit régulièrement sur Wikipédia. Un exemple célèbre de ça, c'est SJ, qui était l'un des contributeurs les plus connus et les plus respectés sur Wikipédia. Les plus respectés, pourquoi? Bien, parce que c'était un professeur à l'université à quelque part aux États-Unis, parce que c'est quelqu'un qui avait un doctorat en théologie, en droit canonique, et c'est quelqu'un de très instruit, qui avait beaucoup de connaissances, et donc qui contribuait régulièrement à Wikipédia. Malheureusement, quelques mois après que SJ a commencé à travailler pour Wikipédia, et il travaillait réellement pour le site, là, ce n'était pas simplement quelqu'un qui, de façon anonyme, faisait des contributions, on a découvert que SJ en question n'était pas tout à fait qui il prétendait être. C'est un jeune homme de 24 ans du nom de Ryan Jordan qui avait abandonné le collège, qui n'avait donc pas terminé, et qui n'avait absolument pas les qualifications qu'il prétendait avoir. Il a démissionné finalement de Wikipédia une fois que son identité a été découverte en 2007, en mars plus exactement. Et cette problématique, le fait que justement on ne sait pas qui a écrit sur le site, est-ce que c'est un chien? Probablement pas. Est-ce que c'est un expert? On n'est pas certain. Et ça a été soulevé régulièrement par les tribunaux, notamment par la Commission des lésions professionnelles ici au Québec. À 3 reprises, on a repris le même passage
et c'est très courant, où on va citer Wikipédia devant la Commission des lésions professionnelles pour définir une maladie. Personne qui se présente n'a pas nécessairement un accès à des dictionnaires médicaux et donc va plutôt aller sur Wikipédia. Et dans ces 3 circonstances-là, on est venu dire, bien, faites attention, on ne sait pas qui a défini l'expression, qui a défini la maladie en question. On ignore qui est l'auteur, mais en plus de ça, et surtout, on ignore si cet auteur est un médecin ou si c'est simplement Monsieur S.J. ou une autre personne. Et là, vous allez peut-être vous dire, oui, mais j'ai déjà entendu que Wikipédia était aussi fiable que n'importe quelle autre encyclopédie. Il y a eu en 2005, dans la revue Nature, une étude où on a demandé à 42 experts d'évaluer Wikipédia et d'évaluer l'Encyclopédie Britannica, et on a comparé les deux, et c'était plus ou moins la même chose. En fait, plus ou moins la même chose, ça dépend à qui on demande. Il y avait une moyenne pour l'Encyclopédie Britannica de 2,92 erreurs par inscription. Donc, par texte, normalement, il y avait presque 3 erreurs. Pour Wikipédia, c'était 3,86. Donc, effectivement, dans l'absolu, c'est une erreur en moyenne de plus par article pour Wikipédia. Mais c'est quand même une erreur de plus par article. Et il y a plusieurs études depuis celle de 2005 de Nature qui sont venues contredire celle-ci, bien qu'il y en a d'autres en toute transparence qui sont venues appuyer la position de Nature. Mais si, effectivement, dans bien des cas, le contenu de Wikipédia sera aussi fiable que celui de l'Encyclopédie Britannica, et si Wikipédia a tout au moins un avantage sur Britannica, c'est que si on trouve une erreur dans Britannica, ça va prendre 1 an avant de la corriger. Wikipédia, ça se fait en moyenne en 42 minutes. On va modifier une erreur grave sur le site. Mais d'autres problématiques qui, évidemment, ne se produiront pas dans les encyclopédies plus classiques ou écrites normalement par des experts qui se commettent et dont on connaît le nom, c'est que souvent, bien, on ne sait pas tout à fait d'où vient le contenu. Et donc, sur ce point-là, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous Léon Robert de Lastran? Est-ce que quelqu'un ici connaît Léon Robert de Lastran? Bien, c'est une très bonne chose si vous ne le connaissez pas, parce qu'il n'existe pas. Par contre, il avait sa page Wikipédia. Léon Robert de Lastran était un homme, semble-t-il, qui s'est opposé à l'esclavage, et c'est un Français et donc quelqu'un de très respecté dans la communauté à l'époque. Le problème, bon, vous dites, c'est cocasse, on a créé une page à son nom. Ségolène Royal a lu l'entrée sur Monsieur de Lastran et a trouvé que c'était un homme incroyable, et donc a commencé à tweeter que c'était l'un de ses idoles. Elle a perdu un tout petit peu de crédibilité et il y a probablement quelqu'un dans son équipe qui a perdu son emploi suite à ça. D'autres exemples, celui-là, je l'adore. En tant que professeur, ça vient me chercher. Un étudiant qui avait un rapport à faire sur un livre d'Aldous Huxley qui est Le meilleur des mondes. Et donc, il est allé sur Wikipédia et a copié l'entrée du meilleur des mondes et l'a soumis à son professeur. Ça, en soi, ce n'est pas surprenant. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des copies qui étaient plagiées sur Internet, et c'est loin d'être le premier étudiant à plagier Wikipédia. Par contre, il est un peu plus brillant que les autres, parce que lui ne s'est pas simplement arrêté à copier Wikipédia. Une fois qu'il a plagié le contenu au complet, il a effacé l'entrée Wikipédia et l'a remplacée par une nouvelle entrée de sa propre création. Question étant, si tu vas prendre le temps d'écrire une nouvelle entrée, pourquoi ne pas simplement écrire ton travail toi-même? Mais ça, c'est une autre question pour un autre jour. Et donc, il a modifié l'entrée au complet. Évidemment, d'autres personnes qui avaient contribué à l'entrée originale, donc les gens qui l'ont plagié, sont allés dans la page de discussion de Wikipédia pour l'attaquer plus ou moins, pour dire, bien, écoutez, pourquoi vous avez changé tout le contenu comme ça, sans en discuter avec les autres? Ce sont des changements beaucoup trop importants. Et lui a carrément écrit, écoutez, j'ai fait ça simplement parce que j'ai plagié le contenu pour le remettre à un professeur, et dès que j'ai ma note, je vais remettre le contenu original, ne vous en faites pas. Évidemment, si j'imagine que ça va être très rare que le meilleur des mondes va être cité devant les tribunaux en preuve, mais on peut comprendre que si ça arrive entre le moment où l'étudiant en question a retiré le contenu et le moment où il l'a remis, cela pourrait être problématique. Et justement, ça m'amène à vous dire, bien, qui peut changer l'information, qui peut la modifier sur Wikipédia? Vous avez ici la hiérarchie
de tous les utilisateurs potentiels. Je ne vous ferai pas la lecture de chacun des éléments, mais c'est simplement dire qu'il y a effectivement plusieurs utilisateurs anonymes. En fait, vous et moi, on pourrait aller sur Wikipédia sans même s'inscrire, modifier les informations, à moins que ce soit des pages qui sont protégées, comme celle sur les éléphants, où à ce moment-là, il faut être membre de la communauté de Wikipédia, donc être soit un administrateur ou un bureaucrate étant les gens qui accordent ou retirent des autorisations aux autres personnes qui peuvent modifier les pages. Finalement, vous avez un comité d'arbitrage, les stewards, qui sont une espèce de cour suprême de Wikipédia, et Jimmy Wales, qui est le président, qui est finalement un type de despote qui a le dernier mot surtout, bien que lui prétend que ce ne soit pas le cas. Au niveau de l'utilisation devant les tribunaux, est-ce que oui ou non on devrait utiliser l'encyclopédie? Eh bien, Wikipédia elle-même vient nous dire que ce n'est peut-être pas la meilleure idée, et je cite, « Rappelez-vous que n'importe qui peut envoyer ces informations sur Wikipédia. Les auteurs peuvent ne pas être qualifiés. » Donc, si ça ne suffit pas comme avertissement, allons plus loin. Ne vous appuyez sur aucune information trouvée dans Wikipédia sans l'avoir validée par une source indépendante. En d'autres mots, allez voir ailleurs et pourquoi ne pas justement prendre cette autre référence plutôt que vous fier à Wikipédia. Et c'est effectivement ce que nous disent les tribunaux. Ils ont dit de faire attention à bien des reprises. Je vous l'ai dit, première décision de la Cour fédérale en 2005, et depuis, les décisions de la Cour fédérale se suivent et se ressemblent. Souvent des questions d'immigration, souvent des immigrants qui utilisent Wikipédia pour démontrer que la situation politique dans leur pays d'origine rend le tout très dangereux et donc justifie leur demande d'asile politique. Donc, dans Cana contre Canada, où on vient dire que le site est une référence de source ouverte qui peut être modifiée par n'importe qui n'a pas de contrôle quant à l'exactitude, et donc qui a un certain danger à citer ce type d'encyclopédie, et donc on refuse d'admettre en preuve le contenu, où on utilisait Wikipédia pour définir ce qu'était un ou une Gotra, qui est en Inde, si j'ai bien compris, une situation liée au nom de famille des individus. Et je dois vous admettre que je suis allé sur Wikipédia pour savoir ce que ça voulait dire. Plus loin, plus tard, donc dans la même année, dans Sinan contre Canada, même chose, même principe, on cite à nouveau Wikipédia dans un contexte pour justifier l'asile politique. Et encore une fois, on dit, bien, écoutez, ce n'est pas le contenu le plus fiable. Faites très attention lorsque vous vous référez à Wikipédia. On poursuit en 2009, toujours la Cour fédérale, et on indique qu'il est hasardeux de se remettre à Wikipédia pour conclure que l'ARF étant l'Armenian Revolutionary Federation, est une organisation terroriste, parce qu'encore une fois, n'importe qui aurait pu entrer cette information sur le site. Jazi contre Canada, il s'agit d'une référence de source ouverte. Son contenu ne fait l'objet d'aucun contrôle éditorial quant à son exactitude et peut être modifié par n'importe qui. Et pour ça, on a refusé d'utiliser Wikipédia pour créer un lien entre une université en Iran et un groupe terroriste qui, semble-t-il, avait des liens avec l'université en question, et on refusait de simplement se fier sur ce lien présumé par Wikipédia pour établir que quelqu'un qui avait été enseignant à l'université en question, un professeur de l'endroit, était nécessairement un terroriste. Il faut admettre que si c'était le cas, ce serait assez difficile à faire comme preuve. Ce n'est pas simplement la Cour fédérale. Comme je vous ai dit, les tribunaux judiciaires provinciaux ainsi et surtout les tribunaux administratifs ont le même ton ou ont bien souvent la même position quant à Wikipédia, à savoir, et comme je vous ai dit en matière de commission des lésions professionnelles, c'est surtout des définitions liées au droit de la santé, donc définir ce qu'est une maladie quelconque. Et ici, on a réservé la force probante de Wikipédia, justement parce qu'on on avait des doutes quant à sa légitimité. Par contre, pour ce qui est des définitions du Larousse, le juge l'a accepté sans hésitation. Dernier exemple, et je passe au prochain point, dans Barreau du Québec contre Sproul, où, encore une fois, on veut se référer à Wikipédia pour démontrer des questions liées au scandale Madoff aux États-Unis et sur les banques. Et on dit ici que l'encyclopédie Wikipédia est une source des plus douteuses. Donc, ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, pas une bonne idée, tout au moins devant la Cour fédérale et bien souvent devant la Commission des lésions professionnelles, de se référer à l'encyclopédie Wikipédia
des chances assez importantes que la preuve, que les éléments soient rejetés. Même, j'irais plus loin pour dire que dans certains cas, les tribunaux ont considéré que le simple fait de se référer à Wikipédia était préjudiciable. Dans une décision en particulier, donc Moisev, et j'imagine que je massacre horriblement le nom de ce monsieur donc, qui venait de Russie, qui a utilisé une définition de Wikipédia pour définir les troupes frontalières de l'URSS à l'époque. Et qu'est venu dire la Cour? Bien, qu'il est révélateur que soit la seule preuve documentaire que le demandeur a présentée à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire. En d'autres mots, si la seule référence que vous avez, c'est Wikipédia, et s'il n'y a aucune autre encyclopédie, aucun autre ouvrage que vous êtes capable de trouver pour appuyer votre position, ça enlève d'autant plus de crédibilité à la position qui est adoptée par Wikipédia. Donc, hésitez de le citer, et si vous le citez, sachez qu'il y a de bonnes chances qu'on puisse même le retenir contre vous, le fait que Wikipédia est utilisé. Donc ça, c'est du côté, évidemment, des parties. Allons maintenant du côté des tribunaux. Autre question qui s'est posée, est-ce qu'on pourrait prétendre que Wikipédia est de connaissance d'office? Et je vois déjà des têtes dire non, et c'est effectivement mon réflexe, mais faisons quand même l'exercice. J'ai quand même 45 minutes à vous tenir occupé, donc il faut que je meuble un peu le temps. Qu'est-ce qui est de connaissance d'office? On le sait, la Cour d'appel nous l'a dit, au niveau des références, toute autorité est reconnue comme une carte géographique, un dictionnaire ou une encyclopédie. Bon, on pourra en prendre connaissance d'office. Dans plusieurs cas, ce sera possible. On va même plus loin dans d'autres décisions. J'ai pris ici une décision de la Cour municipale de Québec, où on vient préciser et ajouter que, évidemment, on peut se fier à ces sources que sont les dictionnaires, les encyclopédies, les cartes géographiques, y compris les ouvrages de cette nature qui sont aujourd'hui accessibles via Internet. Donc, je peux me fier également à des encyclopédies, des dictionnaires en ligne. Vous me voyez venir, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que Wikipédia est une encyclopédie ou un dictionnaire en ligne au même sens que la version électronique du Larousse ou de l'Encyclopédie Britannica? Bien, selon Wikipédia elle-même, ce n'est pas un dictionnaire. Wikipédia n'est pas un dictionnaire, les articles portent sur les choses et non les concepts, non sur les mots qui les désignent. Donc, au niveau du dictionnaire, même Wikipédia admet qu'il n'y a absolument aucune équivalence. Quant à l'encyclopédie, décision ici R contre Sian Fagna, où on vient dire que Wikipédia, c'est un projet d'encyclopédie et non une encyclopédie en soi. J'aime bien cette décision-là, et d'ailleurs, si jamais vous êtes confronté à la preuve par Wikipédia, c'est-à-dire que votre adversaire cite Wikipédia et que vous tentez de contester l'admissibilité en preuve, il y a toute une analyse qui a été faite dans la décision. Important de dire que la décision a été renversée en appel, donc les conclusions ne sont pas valides, mais tout au moins au niveau de l'analyse qui est faite de l'admissibilité en preuve de Wikipédia, c'est un pas dans la bonne direction et il y a beaucoup d'informations pertinentes dans cette décision. Mais on vient dire tout au moins que ce n'est pas une encyclopédie en tant que telle, et d'autres décisions viennent le dire de façon encore plus claire. Wikipédia n'est pas une source d'information fiable comme un dictionnaire ou une encyclopédie, décision de la Commission d'adhésion professionnelle. Donc, on peut dire finalement équivalence entre Wikipédia et un dictionnaire ou une encyclopédie. Selon moi et selon ces références, ça semble être non la réponse. Ceci étant dit, qui suis-je pour dire non, quand d'autres personnes disent le contraire? Bouffard et Services Manpower Canada, toujours décision de la Commission d'adhésion professionnelle. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, 21 décisions versus 10 pour les tribunaux judiciaires en 2012. Donc, plusieurs de mes références viennent évidemment de la CLP. On peut prendre connaissance d'office, semble-t-il, des contenus de Wikipédia au niveau des propriétés de l'alcool à friction. C'est ce qu'a prétendu la Cour dans cette décision-là, en se référant justement à cette décision Sian Fagna, dont je viens tout juste de vous parler. Dans Sian Fagna, en fait, c'est que l'accusé avait refusé de prendre un ivresse-mètre en disant qu'il n'avait absolument pas bu. On lui disait, vous sentez l'alcool? Il dit, oui, c'est parce que je viens de me faire masser et ils ont utilisé de l'alcool à friction pour me masser. Et donc, on a refusé son argumentation en première instance. On l'a accepté en appel. Et donc,
On a utilisé notamment Wikipédia comme source pour établir est-ce que M. Sianfagna, oui ou non, est-ce que c'est vrai que l'alcool à friction, ça sent la même chose que l'alcool et qu'un policier qui arrive devant vous pourrait simplement, en sentant l'alcool à friction que vous avez dans le dos, penser que vous êtes sous. Et parce qu'on s'est fié notamment sur Wikipédia dans cette décision-là, on a considéré, on peut tenir pour acquis que oui, c'est de connaissance d'office. Quelques petits commentaires. D'abord, décision ici de 2012, alors que Sianfagna, c'est en 2007. En 2007 et 2012, 5 ans. En 5 ans, pas mal de pages qui peuvent changer sur Wikipédia. Encore une fois, les éléphants d'Afrique, depuis 2007, ont été sauvés et perdus et sauvés à nouveau par Stephen Colbert. Donc, on ne peut pas nécessairement prétendre que le contenu est stable. Mais au-delà de ça, comme je viens de vous le souligner, la décision Sianfagna a été portée en appel et on a refusé le fait qu'on puisse prendre connaissance d'office des contenus dans Wikipédia. Et même si cette décision n'avait pas été rendue en appel, donc même si on n'avait pas renversé la décision de première instance, il reste qu'en première instance, on a indiqué que pour être certain que le fait présenté dans l'article de Wikipédia est incontestable et qu'on peut en prendre connaissance d'office, l'article doit être confronté à une autre source accessible et fiable. Et donc, on l'a confronté à une autre source qui a confirmé le contenu de Wikipédia. Dans les circonstances, c'était l'encyclopédie de Chemical Technology. Donc, en autres mots, la référence de 2012 avait omis de prendre connaissance de cette petite précision. Vous aurez compris ma position. Je suis plutôt contre le fait qu'on puisse citer Wikipédia. Mon collègue Vincent Gautret m'en veut énormément parce qu'il est totalement en désaccord avec moi. Ironiquement, il est en désaccord parce que moi, je dis on ne devrait jamais citer Wikipédia sauf, et lui dit on devrait pouvoir citer Wikipédia sauf dans certains cas. Donc, on voit finalement le même problème à l'envers. Donc, ne jamais citer, non, évidemment, certains bémols à apporter. D'abord, on peut citer lorsqu'il y a absence d'opposition, et c'est ce qui a été soulevé par les tribunaux à maintes reprises. Lorsqu'on a admis en preuve Wikipédia, souvent le juge a invoqué le fait que l'autre partie n'avait simplement pas mentionné quoi que ce soit à l'effet que ce ne serait peut-être pas une bonne idée de le citer. Donc, ce n'est pas opposé au fait qu'on amène Wikipédia en preuve. Deuxième chose, absence de référence vu la nouveauté du sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que parfois, on refusait Wikipédia ou en fait, on pouvait déduire du fait que c'était la seule source qui était citée que ce n'était pas fiable, sauf lorsqu'on traite un élément qui est à ce point nouveau où finalement personne n'a écrit sur le sujet encore dans les revues, dans les encyclopédies plus fiables. Autre possibilité, absence de moyens de ressources. Je reviens à la CLP et ça joint aussi le prochain point, le temps limité, notamment pour les décideurs. J'ai donné une conférence sur Wikipédia juste avant les fêtes à la CLP et ils étaient tous d'accord avec ma première partie, mais m'ont répondu, écoutez, on a X temps pour rendre nos jugements, on a un volume plus important que les tribunaux judiciaires. Et donc, l'idée d'aller à la bibliothèque chercher une encyclopédie médicale, on n'a pas d'abonnement aux encyclopédies musicales parce que ce n'est pas dans nos budgets. Et donc, c'est Wikipédia ou c'est rien. Et je vous dirais, je n'apprécie pas personnellement les références à Wikipédia, mais si c'est entre ça et rien, c'est quand même bien mieux que l'autre possibilité. Et effectivement, on le voit à certains endroits. Je vous ai dit, la seule décision de 2013 qui a cité Wikipédia au Québec jusqu'à présent, c'est une décision québécoise, c'est une décision de la Cour d'appel, où dans tous les ouvrages de doctrine où on parlait de flip immobilier, on ne faisait jamais la distinction entre le flip immobilier légal et l'arnaque. Et donc, on est allé chercher la définition dans Wikipédia parce que c'était la seule place où on avait vraiment cette distinction. Aucun auteur s'était penché sur la question, du moins selon ce qui a été déposé devant les tribunaux. Dans d'autres cas, on l'a utilisé pour des raisons qui, à mon humble avis, n'étaient pas aussi justifiables. Donc, décision de 2012 ou harcèlement, on a utilisé Wikipédia parce qu'on n'était pas capable de trouver d'autres références qui définissaient le terme. Code de commerce français, dans une décision toujours de 2012. Je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas capables d'aller sur le site du Code de commerce français. Ils auraient pu avoir exactement la même information. Trifouilly-les-Oies, ça a aidé ma culture. Trifouilly-les-Oies, c'est la version française de Saint-Pompon des Mieux-Mieux. Donc, c'est cette ville mystique que personne ne connaît, mais où tout le monde envoie tout le monde lorsqu'ils ne sont pas particulièrement heureux de leur performance. Et donc,
parce que c'est effectivement pas le type de définition. J'ai des étudiantes françaises dans la salle, elles pouvez vous confirmer que c'est bien le cas. Et donc, c'est pas le genre de définition qu'on va retrouver dans un dictionnaire nécessairement, une encyclopédie. Donc, des circonstances comme ça, Wikipédia se justifie. Un cas, par contre, est domotique. Je crois, si on fait une étude scientifique de la doctrine, c'est probablement le terme qui est le plus souvent cité, ou en fait, où le plus souvent on va faire référence à Wikipédia. Donc, je ne sais pas si c'est parce que les autres textes sont tellement lourds qu'on ne le comprend pas. Mais bref, à 3 ou 4 références, occasions, on a fait référence à Wikipédia pour citer la domotique. Donc, des cas. Et quand, justement, si vous voulez citer Wikipédia, dans quel contexte pouvez-vous le faire? Bien, encore une fois, les tribunaux nous en parlent. Lorsqu'on est capable d'établir la fiabilité, lorsqu'on est capable de prouver, justement, que le contenu est valide. C'est ce qui a été mentionné par la Cour fédérale, donc, et réitéré dans l'affaire Phi. Donc, si on est capable de démontrer la fiabilité du contenu, à ce moment-là, on pourra plaider, on pourra déposer en preuve un contenu ici de Wikipédia. Comment faire cette démonstration? D'abord, si Wikipédia vient compléter le témoignage d'un expert, donc si l'expert lui-même vient dire « Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine et le contenu de Wikipédia est fiable et reflète mon avis », à ce moment-là, on a considéré que Wikipédia était fiable et qu'on pouvait l'amener en preuve. D'autres cas, si on est capable de déposer avec Wikipédia toutes les métadonnées et toutes les informations qui ont mené à la création de l'article. Donc, la section discussion, la section historique, la section des références. Donc, si c'est le cas, bien, à ce moment-là, on est capable d'avoir une meilleure idée de l'information, des sources, et savoir si le contenu est sérieux ou si, encore une fois, c'est la personne qui plaide Wikipédia qui, la veille, est allée changer l'information pour s'aider. Et simplement, par exemple, je vous ai pris la page de l'Association du jeune barreau de Montréal, qui a sa page Wikipédia. Et je suis allé voir, donc, si vous allez dans l'historique, à ce moment-là, vous avez la liste, l'historique, et vous avez toutes les informations sur les modifications apportées au site. Si vous cliquez sur la liste des auteurs, bien, vous avez tous les auteurs. Et là, si vous regardez, bien, il y a un auteur qui s'appelle administrateur AJBM. Donc, au niveau de la neutralité, probablement que ce n'est pas la meilleure personne pour parler en mal, par exemple, de l'AJBM, bien que je ne vois pas pourquoi quelqu'un oserait parler en mal de l'AJBM. Est-ce que c'est bien, ça? Mais si on va dans la liste, je me suis amusé à regarder un peu chacun des utilisateurs. Et le dernier, Matt Jip, je suis allé voir son profil, et vous l'avez à l'écran. Maîtrise d'histoire des relations internationales à Paris, DEA en géopolitique, intérêt, l'escrime, l'Irlande, l'histoire, la géographie, la géopolitique, personne qui est née en 69, qui habite dans le Gard. Bref, quelqu'un qui se connaît probablement très bien au niveau des activités de l'AJBM. Donc, les modifications qui ont été apportées par cette personne-là, si ce sont des modifications autrement que de forme, peut-être qu'elle a corrigé des coquilles dans le site, bien, à ce moment-là, peut-être que ces modifications-là n'auront pas la même valeur aux yeux des décideurs que d'autres contenus qui auraient été modifiés par des gens qui ont eu affaire avec l'AJBM, voire l'AJBM elle-même, si c'est des questions factuelles, par exemple, depuis quand l'organisme existe, on s'entend que la source principale, la source la plus importante viendra nécessairement de l'organisme. Dans d'autres cas, quand on est capable d'établir que la personne qui a versé l'information est une source crédible, dans ce cas-ci, on s'est fié sur un tableau sur Wikipédia. Le tableau, on a démontré qu'il a été versé par le ministre, ou en fait par son équipe. Donc, nécessairement, c'est tout aussi fiable que si on est allé sur le site du ministère. Je vous laisse décider si vous voulez vous y fier ou non. Donc, évidemment, vérifier tous ces éléments-là. Vérifier également d'autres éléments, notamment le moment des dernières modifications et donc date, heure par rapport aux modifications, information très importante à déposer en preuve lorsque vous déposerez le contenu. Et j'irai même plus loin. On se souvient, en vertu de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, et j'imagine que Patrick vous en a fait part dans sa présentation de ce matin, en vertu de l'article 17, lorsqu'on fait un transfert de documents d'un support à un autre, bien, il faut documenter le transfert. Donc, même chose pour Wikipédia. Si vous décidez d'amener en preuve un contenu de Wikipédia, bien, non seulement il faut, si vous l'imprimez, imprimer la page historique et tout le reste, mais également documenter comment vous avez fait l'impression pour vous assurer que le contenu soit admissible en preuve.
Et je reviens à la première décision ou l'une des premières décisions que je vous ai citées, l'affaire ITV, où on a rappelé également que tant qu'à amener en preuve devant les tribunaux une page imprimée de Wikipédia, probablement même une meilleure idée d'amener carrément votre laptop avec l'entrée Wikipédia. Comme ça, on peut prendre connaissance de toute l'information, l'original ici et la version électronique. Maintenant, je sais que ce n'est pas toujours évident de citer ou d'utiliser un ordinateur en salle d'audience. Certaines ne sont pas particulièrement aptes à recevoir ce type d'éléments de preuve, mais lorsque c'est possible, c'est beaucoup plus visuel et on peut avoir accès à toute l'information. Donc, si je résume ma présentation, et je l'aurais fait en le 45 minutes qu'on m'avait demandé, simplement, je vous réfère à une décision ici, Bélec et groupe Domotech, qui était une décision de la Commission, encore une fois, des lésions professionnelles, qui n'avait rien à voir avec Wikipédia, décision, en fait, qui a été rendue bien avant la création du site. Bien, on rappelle simplement que la facilité avec laquelle on peut déposer des textes sur Internet, et cela s'applique tout aussi bien à Wikipédia, impose au lecteur la plus grande prudence, surtout lorsqu'il s'agit d'utiliser cette information en preuve. En d'autres mots, soyez prudent si vous voulez utiliser Wikipédia. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Les tribunaux l'admettent parfois même lorsqu'ils, selon moi, ne devraient pas l'admettre, mais il est toujours important de documenter pour démontrer la fiabilité de l'information que vous déposez. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite bon verre de vin et évidemment, je suis ouvert aux questions si vous en avez. Merci.